Les séquanes se distinguent particulièrement dans la région de Vésoncioz, l'actuel Besançon. Les moyens d'échange se font de marchandise à marchandise, c'est ce qu'on appelle le troc. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Gaule est peuplée de diverses tribus, souvent alliées entre elles pour combattre leurs voisins. La monnaie est réalisée. Les monnaies que l'on nomme potins sont stylisées et représentent la faune animale. La monnaie des séquanes représente le plus souvent un cheval, un sanglier ou un porc. Le mot toc que l'on distingue sur ce denier en argent est peut-être le nom d'un chef séquane, abréviation probable de Togirix, le C étant parfois utilisé à la place du G. Les potins sont réalisés dans un moule en terre cuite, appelé moule bivalve, composé de deux plaques qui se joignent et qui contiennent des alvéoles communiquant entre elles. Une fois le métal coulé, le démoulage nécessite la séparation des rondelles, appelées flancs, laissant des bavures caractéristiques. Ces flancs vierges sont ensuite frappés au marteau pour marquer l'empreinte. Vercingétorix se rend à Jules César, annonçant l'introduction des monnaies romaines qui côtoieront les monnaies gauloises dans notre région. En 58 avant Jésus-Christ, après la défaite des séquanes face à Jules César, l'autorité de Rome est reconnue. Les monnaies sont essentiellement fabriquées par l'atelier de Rome. Ce tiers-dessous de Gondebaud, nom de l'empereur, est reconnaissable à la légende rétrograde BVR, qui sont les premières syllabes de Burgondie. De 500 à 534, l'atelier de Besançon frappe des monnaies burgondes. Ce sont des sous et tiers-dessous, classés dans la catégorie des monnaies pseudo-impériales. L'atelier passera par la suite sous l'autorité des rois mérovingiens. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, les nouveaux envahisseurs imposent leur monnaie. Ainsi, on frappe des pièces d'argent et de cuivre en Burgondie. Ces matières furent vite abandonnées pour laisser place à l'or. Ces nouvelles pièces se nomment solidus et les tiers portent le nom de triens. Sur ces monnaies en or, on retrouve sur le droit, que l'on appelle encore avers, un buste diadémé et au revers, une croix sur 3 degrés avec pour légende des monogrammes. En 843,
le vaste empire déterminé par Charlemagne est divisé. Louis le Germanique reçoit l'Allemagne. Lothaire reçoit en particulier la Lorraine et la Haute-Bourgogne. Et Charles le Chauve l'Aquitaine et l'Île-de-France. Sous la période carolingienne, les deniers en or seront remplacés par des deniers en argent. En 870, sous Charles le Chauve, héritier de Lothaire, bien que les monnaies ne soient pas frappées à Besançon, celles-ci portent quand même le nom de notre cité. Au revers, Besancionne Civitas. Charles le Chauve place également sur ses deniers son monogramme avec en légende au droit Gratia Dei Rex. Les seules monnaies frappées à Besançon sont des deniers, demi-deniers ou oboles, en argent, dont le poids varie pour les deniers de 1 g à 1,7 g et pour les oboles de 0,5 à 0,7 g. En 871, Charles le Chauve concède à l'archevêque Hardwicq le droit de battre monnaie, donnant ainsi naissance aux monnaies estevenantes. Ce n'est qu'en 1050 que l'on frappe monnaie pour le compte des archevêques. La fameuse porta nigra, la porte noire, est un des types les plus caractéristiques. De 1050 à 1534 sera frappée la monnaie estevenante, nommée ainsi car elle porte sur l'une des faces la main stylisée de Saint-Étienne. Au début, la monnaie est un denier en argent mélangé avec un peu de cuivre. Comme l'argent est rare, ces pièces sont très fines et très légères. Plusieurs types de monnaies sont répertoriés aux doigts longs ou courts. Il semble que les doigts longs correspondent aux monnaies les plus anciennes. Au fil des années, la puissance des archevêques diminuant, la monnaie sera de plus en plus dépréciée. Le pourcentage d'argent baisse. La monnaie devient une monnaie de billon où le cuivre est dominant. Il donne aux pièces une couleur très foncée. Ces monnaies seront appelées monnaies noires. Les archevêques n'indiquent plus de signes de reconnaissance personnelle. Les pièces finissent en deniers dits anonymes. La monnaie estevenante sera remplacée par une monnaie plus dynamique et mieux reconnue par nos voisins. Ce sont celles de l'empereur Charles Quint. Au début du XVIe siècle, la monnaie des archevêques n'attire plus la confiance de ses débuts, ne contenant quasiment plus d'argent, mais des métaux moins nobles tels que le cuivre. À partir de 1534, l'empereur Charles Quint donne le droit de battre monnaie à Besançon. Son nom, Carolus, signifie Charles, figure sur chaque monnaie.
pièce la plus frappée est le Carolus, pièce qui sera émise à 19 703 000 exemplaires. Au début, les monnaies sont réalisées à la frappe au marteau, à chaud. Mais en 1624, une autre technique apparaît. C'est la frappe au moulinet. Le métal est mis en plaque et il est passé entre deux cylindres qui contiennent l'un des avers en creux, l'autre des revers en creux. Ce système permet aux monnaies d'avoir une meilleure qualité. Bien après la mort de l'empereur, les monnaies portent encore son nom et continuent d'être frappées jusqu'en 1678. Au XVIIe siècle, les jetons de co-gouverneur se répartissent en trois grandes parties. Les jetons de service de compte pour la ville, les jetons des bannières de chaque quartier et enfin les jetons proprement dits des co-gouverneurs de la cité. Autrefois, on comptait à l'aide d'abacs ou de tables à compter, représentant des lignes parallèles disposées sur un grand échiquier. Chaque ligne correspondait alors à un changement d'unité. Des jetons y étaient jetés, d'où leur nom, permettant de réaliser des opérations simples comme les additions, multiplications et même les divisions. Par la suite, les jetons en cuivre des co-gouverneurs, dont le diamètre varie de 28 à 30 mm, furent décorés. Au revers, les jetons représentent l'aigle de Besançon, parfois 3 tours. À Besançon, les notables de la ville se répartissent dans les 7 quartiers ou bannières. Plus tard, les jetons perdent leur fonction première et ne sont plus qu'honorifiques.
Ils font